Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour ce dernier rendez-vous de l'année des Mardis de l'Agri. On va parler ce matin du marché de l'agriculture, de l'élevage et du machinisme agricole sur la Pologne et la République tchèque. J'aimerais souhaiter la bienvenue à nos deux intervenants. Lila, tout d'abord. Bonjour Lila. Et bonjour Martin. Bonjour. Donc Lila pour la Pologne et Martin pour la République tchèque. Merci à tous les deux pour votre travail fait pour cette présentation et pour votre partage d'expérience et d'expertise avec nos entreprises bretonnes qui sont avec nous ce matin. Merci à tous les deux et bienvenue. Merci. Bonjour Isabelle. Isabelle que je ne présente plus, que vous connaissez toutes et tous. Isabelle est votre chargée d'affaires à BCI. Salut Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Merci Karen pour cette belle présentation. Dernière petite chose Merci avant de... Martin. Pardon, excuse-moi. Il y a un petit décalage. Pardon Isabelle. Non, je t'en prie Karen. Je voulais vous remercier tous pour l'organisation de ce webinaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier le SPAS, comme vous le savez, qui est notre partenaire depuis le début de l'année sur ces Mardis de l'Agri. On va poursuivre ces Mardis de l'Agri sur 2022. Ça correspond à une demande et puis vous êtes visiblement toutes et tous satisfaits de ces parcours filières que je vous ai proposés cette année, que ce soit en agri, en agro, en industrie ou autre secteur. Donc, on va poursuivre ces Mardis de l'Agri sur l'année prochaine. Il y en a déjà deux de programmés. Arabie Saoudite, le mardi 25 janvier. Il y aura le Cameroun le 22 février et un troisième, le Canada, programmé le 29 mars. Donc, évidemment, vous retrouverez ces dates des prochains Mardis de l'Agri sur l'agenda de notre site web et puis vous recevrez les invitations pour vous y inscrire le moment venu. Avant de vous présenter plus en détail nos deux intervenants, un petit rappel sur le fonctionnement de ce webinaire. Donc, vous avez l'habitude maintenant, mais je le rappelle tout de même. Pas de panique sur la prise de notes. La présentation que vous allez voir ce matin sur vos écrans, elle sera disponible en PDF sur BCI Info. Et le webinaire est enregistré, donc le podcast sera lui aussi disponible sur notre site web. Le webinaire se veut interactif. N'hésitez pas à rebondir sur les propos de Lila, sur les propos de Martin pour poser vos questions, partager vos expériences. On n'attendra pas la fin pour les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas vraiment à prendre la parole au fur et à mesure du déroulé de cette présentation. Vous pouvez soit écrire vos questions, soit lever la main pour que j'active vos micros. C'est plus sympa et plus interactif lorsqu'on échange de vive voix que par écrit. Enfin, moi, c'est mon sentiment personnel, donc n'hésitez pas à activer la petite main pour que j'allume vos micros et pour échanger avec nous. Dernière petite chose, mais importante, quand vous allez vous déconnecter de ce webinaire, quand on va le terminer, vous allez tomber sur un petit questionnaire de satisfaction. Ça prend 1 minute pour le remplir. Je vous remercie beaucoup par avance de prendre cette petite minute pour répondre aux 10 questions. C'est important pour nous, BCI, mais surtout aussi pour nos intervenants d'avoir vos appréciations, vos retours et vos suggestions quant à de nouveaux webinaires que vous souhaiteriez que j'organise sur tel ou tel pays ou tel sujet particulier. Donc, merci beaucoup par avance de prendre cette petite minute pour répondre au questionnaire qui vous sera soumis en fin de webinaire. Lila, je vais te présenter. Donc, Lila est responsable appui aux entreprises à la CCI France-Pologne et Martin est responsable commercial à la Chambre de commerce franco-tchèque. Donc, tous les deux, la CCI France-Pologne et la Chambre de commerce franco-tchèque font partie du réseau des prestataires agréés de BCI à l'étranger. Vous pouvez retrouver leurs coordonnées et leurs infos là aussi sur le site web de BCI. Donc, merci encore à tous les deux d'être avec nous ce matin. Je ne vais pas m'attarder sur la présentation de BCI, les différentes diapos, là, vous allez les retrouver sur la présentation PDF qui sera à votre disposition. Je vais juste lancer cette petite vidéo qui vous présente en détail les services BCI et surtout aussi nos derniers outils numériques, nos nouveaux outils numériques que l'on met à votre disposition. Merci pour votre attention.
Pour accompagner la croissance des entreprises bretonnes à l'international, BCI accélère sa transition numérique en faisant évoluer son site web. Dès la page d'accueil, accédez aux dernières actualités du commerce international et à l'ensemble des ressources développées pour vous par BCI. Découvrez nos solutions et services sur mesure, adaptés à chaque étape de votre développement international. Parcourez l'agenda. Découvrez l'ensemble de nos événements et inscrivez-vous directement en ligne. Profitez de nos outils numériques conçus pour répondre à vos besoins concrets et simples d'utilisation. Ils sont une aide précieuse pour optimiser votre export. Gagnez du temps avec BCI Info, le service de veille et d'information. Accédez à nos dossiers thématiques, concentrés d'informations en lien avec l'actualité. Complétez votre veille marché avec des centaines d'articles récents, sélectionnés, qualifiés et classés par secteur et zone géographique. Consultez l'information technique et réglementaire de référence, vérifiée et mise à jour en continu pour vos opérations export. Pour aborder de nouveaux marchés ou analyser vos pays cibles, accédez à nos synthèses marchés et ses données approfondies. Alimentez votre ciblage et votre prospection en vous appuyant sur notre base de données d'entreprises et d'organismes étrangers. Adhérents, BCI simplifie vos démarches RH avec la CVTech. Consultez les CV de candidats aux profils internationaux. Publiez vos offres d'emploi. Avec Business to Students, entrez en relation avec des étudiants bretons pour des stages, études ou projets tutorés. Chef d'entreprise adhérente, accédez à BCI Connect, le réseau de mise en relation en toute confidentialité de dirigeant à dirigeant. Vous avez une problématique d'ordre stratégique et souhaitez un retour d'expérience ? Sélectionnez vos critères de recherche et contactez des dirigeants bretons référents souhaitant partager leur expérience. Votre entreprise est adhérente à BCI, créez votre espace personnel, retrouvez tous nos outils et pour faciliter vos recherches, créez vos alertes et ajoutez des articles en favoris. BCI innove avec Suppliers from Bretagne, la plateforme de promotion des entreprises adhérentes auprès d'acheteurs étrangers. Présentez vos produits et services, gagnez en visibilité, entrez en relation avec des acheteurs, distributeurs et importateurs internationaux. Catalogue en ligne du savoir-faire des entreprises bretonnes, Suppliers from Bretagne s'appuiera sur le réseau international de BCI pour étendre sa diffusion et générer des opportunités d'affaires. Enfin, pour attirer de nouveaux projets en Bretagne, le service de prospection et accompagnement des investisseurs étrangers, Invest in Bretagne, fait évoluer son site web. Valorisation de la dynamique économique et des secteurs d'activité, mise en avant des atouts de l'écosystème et des grands projets bretons. N'attendez plus, rendez-vous sur www.bretagnecommerceinternational.com et exportez. Voilà, merci pour votre attention. Et enfin, avant de céder la parole à Alila, un dernier petit mot, mais
très important, vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas le lundi 4 juillet 2022, nous fêterons les 10 ans de l'Open de l'International. On a l'habitude de dire que cet Open, c'est l'occasion pour vous, entreprise bretonne, de faire le tour du monde en une journée. C'est l'occasion pour vous de rencontrer une grande majorité de nos prestataires agréés à l'étranger qui font le déplacement pour vous rencontrer, qui viennent en Bretagne pour vous rencontrer. Ce lundi 4 juillet, ce 10e anniversaire de l'Open, il se déroulera à Saint-Brieuc en présentiel. C'est vrai que les 2 précédentes éditions, on les a fait en ligne, évidemment, à cause de la pandémie, des conditions sanitaires qui nous étaient imposées. Mais on espère bien vous rencontrer à nouveau l'année prochaine pour ce 10e anniversaire. Donc, pendant l'Open, vous le savez, hein, vous pouvez vous inscrire à des rendez-vous B2B, non seulement pour réseauter entre vous, entre entreprises bretonnes, mais aussi pour échanger avec nos intervenants, nos correspondants, nos prestataires étrangers agréés. Vous pouvez vous inscrire à différents événements, c'est-à-dire des ateliers d'information, des focus pays, des ateliers de bonnes pratiques, des ateliers retour d'expérience. Et puis enfin, comme on retourne à un format en présentiel, on vous proposera à nouveau, comme avant, un village des partenaires, donc des mini-stands sur lesquels vous pourrez retrouver tous les organismes et les structures qui vous aident dans votre développement à l'international. Donc, à noter, lundi 4 juillet 2022 à Saint-Brieuc, vous recevrez le moment venu l'invitation pour vous inscrire en ligne. La participation est totalement gratuite, mais obligatoire pour pouvoir participer et rentrer à cet événement. Je vais maintenant donc céder la parole à Lila. On va commencer par la Pologne. Alors, vous allez le voir, les différents points que l'on va aborder ce matin, que ce soit pour la Pologne ou la République tchèque, le parallèle va être fait. Ça va être les mêmes points importants que l'on va aborder. D'abord, on va parler d'un panorama général. On va donner quelques chiffres clés, quelques indicateurs économiques. Ensuite, nous ferons des petits focus sectoriels. On vous parlera de la filière bio, on vous donnera les tendances et les évolutions du marché de l'agriculture, des différentes filières élevage, mais aussi du machinisme, des équipements agricoles et des nouvelles technologies. Il y a beaucoup d'opportunités dans ces domaines-là aussi. Et puis ensuite, on vous donnera quelques dates clés pour des salons importants qui se déroulent en Pologne et en République tchèque. Et puis, on fera un petit point sur la présence française dans ces 2 pays. Je te laisse démarrer, Lila. Je te donne la parole. C'est à toi. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et merci beaucoup à Bretagne Commerce International pour cette invitation. Donc, je suis contente d'être avec vous ce matin. Donc, moi, je travaille pour la Chambre de commerce et d'industrie française en Pologne et je travaille au service appuyé aux entreprises où j'accompagne les entreprises sur le marché polonais essentiellement. Donc, je vais vous parler de la Pologne. C'est bien naturel. Donc, en ce qui concerne la Pologne, c'est le plus grand pays d'Europe centrale et orientale, que ce soit du point de vue de superficie ou bien de population. C'est un grand marché avec environ 40 millions d'habitants. Donc, c'est le plus grand marché de l'Europe centrale et orientale. En ce qui concerne le pouvoir d'achat, donc on voit le pouvoir d'achat qui est en constante croissance et on peut dire que dans les grandes villes, les personnes, en fait, commencent, surtout dans les grandes boîtes aussi, commencent à gagner leur vie et avoir des salaires qui sont semblables aux pays en fait de l'Ouest de l'Europe. Donc aujourd'hui, on a un pouvoir d'achat qui va un peu plus de 7 000 € per capita. En ce qui concerne l'emplacement donc stratégique de la Pologne, donc c'est un véritable carrefour européen. C'est un très bon marché déjà en fait pour commencer en fait à faire des affaires déjà par son potentiel, mais également c'est un très bon tremplin pour aller sur les autres pays limitrophes, que ce soit
un peu en fait plus à l'est vers la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. Parce que très souvent aussi, les partenaires que vous pouvez trouver sur le marché peuvent aussi avoir des contacts. En fait, on travaille plus par région. Ça veut dire si des entreprises sont implantées dans les régions est de Pologne, elles vont plus déferler sur les autres pays limitrophes que sur toute la Pologne, qui est grande. Donc, depuis les années 90, donc après la chute du communisme, donc la Pologne, d'une manière générale, a un climat d'investissement très favorable. On a énormément d'investisseurs étrangers. La France, ça dépend en fait comment on compte les flux d'investissement en fait direct, mais elle arrive en deuxième ou en troisième place. Bien sûr, notre investisseur historique, c'est l'Allemagne. Depuis l'adhésion en fait en 2004, depuis notre adhésion à l'Union européenne, on a pu bénéficier de fonds européens qui ont été alloués pour le développement de différents secteurs industriels, notamment l'agriculture aussi, qui a beaucoup bénéficié parce que les agriculteurs ont pu avoir pas mal de fonds structurels européens pour l'achat des machines et l'amélioration en fait de leur en fait travail. Même si on est dans l'Union européenne, donc on a gardé notre monnaie, le zloty, qui nous a en quelque sorte permis aussi de mieux traverser les crises, notamment en 2008. Donc aujourd'hui, le zloty, en fait, 1 euro, c'est 4,5 de zloty. Donc, et il ne bouge pas. Donc, on est environ maintenant, il se rapproche un petit peu vers 4,6. Donc, il est entre 4,5 et 4,6. Donc, la langue en Pologne, bien sûr, c'est le polonais, mais la langue du business, donc, c'est l'anglais qui est majoritairement parlé par les personnes en fait, qui travaillent dans les entreprises. On dit aujourd'hui que parler anglais, c'est une question qui ne se pose même pas parce que c'est tellement naturel que tout le monde parle anglais. Après, c'est un peu plus difficile dans le milieu de l'agriculture. En ce qui concerne cette période, donc 2019-2020, la Pologne a quand même, on a eu un certain ralentissement semblable comme tous les pays européens, en fait, dû à cette pandémie du Covid. Donc, en 2019, la croissance économique de la Pologne s'est quelque peu ralentie, mais elle est restée quand même à un niveau élevé. Donc, vous voyez que la croissance, en fait, pour 2020, on avait un ralentissement de 3%, mais là, il y a un rebondissement en ce qui concerne les prévisions 2021 et 2022, un peu plus de 4 et un peu plus de 5%. Pour le chômage, donc en Pologne, il est assez stable. Donc, vous voyez les chiffres. Donc, on est à un chômage qui est quasiment inexistant, surtout dans les grandes villes. Dans certains secteurs, donc, on ressent en fait une pénurie du main-d'œuvre. Il y a un turnover aussi qui est important dans les entreprises. Aujourd'hui, on a un peu plus d'1 million en fait, d'Ukrainiens qui travaillent en Pologne pour combler en fait ce manque. Mais dernièrement, il y a le marché allemand qui s'est ouvert aux Ukrainiens. Donc, ça pose un peu problème.
En ce qui concerne l'inflation, donc ça c'est le point qui est en fait de l'économie polonaise en fait qui en fait autour duquel on en parle beaucoup parce qu'on a une inflation qui est la plus importante depuis ces 20 dernières années. Donc pour 2021, donc en septembre, elle était l'inflation à 5,8%. Mais avec une estimation de 6, même actuellement, on a des estimations qui sont beaucoup plus élevées, donc aux alentours de 7 ou bien même 8 l'année prochaine. Donc, selon les différents slogans, on voit que sur l'année, on va travailler un mois gratuitement à cause de cette inflation, qui n'est pas trop positif pour l'ensemble de la population. En ce qui concerne l'agriculture, donc l'agriculture polonaise, donc la Pologne reste un pays agraire. Donc la Pologne se classe aujourd'hui au 3e rang en fait en termes de surface agricole en Europe après la France et l'Espagne. Donc, en ce qui concerne les parts du marché, donc on a l'agriculture, c'est un peu plus de 3% du PIB de la Pologne. Donc, ce secteur emploie 10% en fait de population. Et comme je viens de le dire, la Pologne est placée en 3e rang en Europe en ce qui concerne l'agriculture. Donc, en ce qui concerne les terres agricoles, donc la superficie totale en 2020, elle était à un peu plus 14,6 millions d'hectares. Une petite baisse donc de 1,5% par rapport à 2010. 1,3 million de fermes en 2020, également une baisse de 13% par rapport en fait à l'année 2010. En ce qui concerne la superficie en fait des fermes moyennes, donc on est à un peu plus de 11 hectares, donc une hausse de 13% par rapport à 2010. Donc, les tendances agraires parallèles, donc vous avez la baisse du nombre de fermes jusqu'à 5 hectares et la croissance du nombre de fermes de plus de 15 hectares. En ce qui concerne, j'ai perdu le diapo. En ce qui concerne la production donc de la Pologne, donc la Pologne est le plus grand en fait producteur et exportateur de volailles de l'Union européenne. On est également fabricant en fait de céréales. La production en fait agricole polonaise est très diversifiée. Mais les principales productions agricoles du pays donc, sont le blé, le seigle, l'orge, l'avoine, les plantes fourragères et les colzas. En ce qui concerne l'élevage, donc je vous ai dit, on est le premier producteur européen de la viande de volaille, mais également, on se démarque dans l'Union européenne par l'élevage laitier, porcin, ovin et avicole. Les productions en fait animalières sont diversifiées. Les cheptels de vaches laitières et de porcs se trouvent essentiellement dans les exploitations traditionnelles, tandis que la production avicole poursuit son développement dans des structures très modernes en fait et spécialisées. La Pologne est également producteur de légumes. Donc, on a une production qui est considérable de légumes tels que l'oignon,
l'ail, la betterave sucrière, les légumes de la famille de choux comme le chou frisé ou le chou-fleur. Au sein de l'Union européenne, la Pologne produit le plus de carottes et de concombres. Donc, et bien sûr, notre produit phare, la pomme de terre. En ce qui concerne la production de fruits, donc, on a une production importante en fait, de fruits, notamment de pommes, parce qu'on exporte environ 3 millions de tonnes de pommes. Ça, c'est les chiffres pour 2019. Donc, on est quasiment leader européen de la production de pommes et de la production de griottes. Donc, on dit aussi qu'une pomme sur 3 dans l'Union européenne provient de la Pologne. Tout comme les griottes polonaises qui représentent près d'un tiers de l'ensemble en fait, du marché européen. On est également un très important en fait, fabricant de fruits rouges. Donc, il y a de grandes en fait, récoltes de fraises, framboises, groseilles et aragonias. Donc, en ce qui concerne les fraises polonaises, donc il y a les fraises, donc il y a seulement l'Espagne qui devance en fait la Pologne en la production de fraises. Donc, on a environ 17% du marché de l'Union européenne. On est également un grand producteur en fait, de lait, parce qu'on exporte partout dans le monde. Et partout dans le monde. Ouais, et je pense qu'on peut passer le diapo. Là, je voulais vous montrer, en fait, faire un petit focus sectoriel par rapport au type d'élevage. Donc, en ce qui concerne la Pologne est un grand fabricant de porc. Il y a eu un certain ralentissement, mais ça reste toujours un grand producteur. Donc, en 2020, le cheptel porcin, donc, le chiffre était un peu plus de 11 millions de production en fait, de porc. Donc, c'était une croissance de 4,6 par rapport à décembre 2019. Mais une baisse par rapport à 2010 de 26%. Par contre, selon les chiffres, donc en avril 2021, donc on a eu un niveau le plus bas depuis ces 70 dernières années par rapport au cheptel porcin, donc un peu plus de 10 millions. Donc, les prévisions pour cette fin 2021, donc c'est un peu plus de 10 000 millions de porcs, donc une baisse de 7% par rapport à 2020. Et on exporte 12% en fait de cette production locale de viande porcine. En ce qui concerne le bovin, donc on est à un chiffre un peu plus de 6 millions pour décembre 2020. Donc, c'est une croissance de 0,3% par rapport à 2019 et de 10% par rapport à 2010. La production de la viande bovine est d'environ de 560 000 tonnes par an. Et en ce qui concerne les exportations, donc on exporte un peu plus de viande bovine, jusqu'à 22% en 2020, pour une valeur d'un peu plus d'1 milliard d'euros. Et bien sûr, la production du lait des bovins est d'environ 1,5 milliard de tonnes.
En ce qui concerne les cheptels ovins et caprins, donc on est à un chiffre environ 260 000 en 2019. Donc, c'est les données les plus récentes. On n'a pas de données de 2020. En ce qui concerne le cheptel caprin, donc on n'a pas trouvé de données, actuelles. Donc, car en fait, cette production ovin, du cheptel ovin et caprin ont une importance plutôt marginale en Pologne. En ce qui concerne le cheptel avicole, donc on est à environ 3 millions de tonnes. Donc la production de la viande avicole en 2020. Donc c'est une croissance de 4,8 par rapport à 2019, ce qui représente 37% d'exportation de la viande l'année dernière pour une valeur de 2,3 milliards d'euros. En ce qui concerne le secteur de l'aquaculture, donc la production d'aquaculture d'eau douce, on a environ 30 espèces en Pologne, donc on est à une croissance de 3,3% par rapport à 2018. Donc, comme c'est écrit sur le diapo, c'est les données les plus récentes. Et on est à une production de 44 700 tonnes. Donc, les espèces les plus souvent élevées en Pologne, donc vous avez la carpe, qui est beaucoup consommée aussi, surtout pour Noël, donc entre 18 et 20 000 tonnes. La truite, entre 15 et 16 000 tonnes. Oui, donc on peut passer. Donc, en ce qui concerne la production, en fait, le secteur, donc les perspectives en fait, du secteur agricole. Donc, vous avez, en ce qui concerne l'agriculture, en fait, donc d'un côté, vous avez l'agriculture et l'élevage intensif. Donc, ce qu'on appelle l'agriculture industrielle. Bien sûr, il est toujours continué, mais on essaye d'avoir, et je pense que ça exige un peu de temps pour avoir une production un peu plus durable. Donc, cet élevage est fondé sur les méthodes qui visent en fait à rendre le plus productif et rentable possible une espèce donnée. Mais il y a beaucoup, bien sûr, de manifestations et d'incitations en fait, de changer certains élevages, notamment, en fait, par exemple, des poulets en cage. Donc, ça change énormément parce qu'on est contraint de s'aligner aussi aux réglementations européennes et aux exigences, aux nouvelles exigences. D'un autre côté, on a l'agriculture et l'élevage extensif, donc traditionnel, donc fondé sur l'utilisation des ressources naturelles, un élevage fondé sur les pâturages et donc un modèle plus qualitatif. Et aussi, les consommateurs sont beaucoup plus avisés maintenant et ils achètent de plus en plus et ils recherchent de plus en plus des produits qui ne sont pas industriels, mais qui sont qualitatifs et d'un élevage beaucoup plus, comment on dit, responsable. On a une question, Lila, de Xavier. Oui. Xavier, j'ai activé votre micro, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour Lila, bonjour. Bonjour. Je voudrais juste savoir en Pologne où sont situés les élevages avicoles. Est-ce qu'ils sont épars dans tout le pays ou est-ce qu'il y a des régions qui sont plus spécialisées? Alors, c'est un peu éparpillé dans tout le pays, mais après, vous avez des régions qui sont un peu plus vertes que les autres, comme par exemple le nord-est et l'est du pays, qui sont des régions
un peu plus agricole et historiquement parlant. Et en général, en fait, les fermes sont un peu éparpillées dans tout le pays. Ok, très bien. Merci. 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 On a une autre question de Gaëlle. Gaëlle, le micro est activé également. Bonjour. Oui, bonjour, Gaëlle Millard de chez Axiom Génétique à Plébin. Écoutez, la même question en ce qui concerne la localisation des élevages porcins en Pologne et leur taille moyenne, si je puis me permettre. Alors, il va falloir l'élevage porcin, peut-être que je regarde un peu plus en détail et je vous envoie. Je pense que je l'ai quelque part. Mais c'est aussi l'élevage porcin, donc on est en Mazurie, donc le nord-est et l'est de la Pologne. Mais il faut savoir que la Pologne, d'une manière générale, bon, après, il y a certaines zones, en fait, certaines régions où on peut effectivement parler de concentration d'une telle industrie et pas d'une autre, mais en général, le pays est diversifié par rapport, et on retrouve en fait, des industries un peu partout en Pologne. Mais pour plus de détails sur l'élevage porcin, je peux éventuellement, si vous m'envoyez votre mail et la demande par mail, je vais vous retrouver l'information. Merci beaucoup. Je pense que j'ai peut-être une carte quelque part, donc je peux vous l'envoyer un peu plus en détail. On va revenir vers vous, Xavier et Gaëlle, avec des détails sur vos deux questions pour cartographier effectivement les élevages avicoles porcins. Et puis, on pourra le faire pour la filière bovine aussi, Lila. Ce sera utile à tout le monde. Merci pour vos deux questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pas pour l'instant. Alors, on va passer à la filière bio, si vous voulez bien. Oui, alors, l'agriculture bio. Donc, aujourd'hui, en Pologne, on a un peu plus de 20 000 activités déclarées biologiques et environ aussi 18 000 en fait, agriculteurs qui déclarent qu'ils font en fait des produits biologiques. Donc, la superficie totale exploitée, on est sur un peu plus de 500 000 hectares. Donc, actuellement, en fait, beaucoup de terres sont en reconversion écologique. Il faut savoir aussi que, en Pologne, il y a beaucoup de produits qui sont dits, ça je parle de la production locale, qui sont dits naturels, mais qui n'ont pas forcément cette attestation AB qui est assez chère pour un fabricant local. Pour les principales productions en fait, agricoles bio, on a les céréales, surtout les épeautres-seigles, pommes, plantes sauvages. Donc, l'agriculture biologique en Pologne, elle se développe en fait depuis 15 ans, mais aujourd'hui, l'offre locale ne permet pas de combler la demande nationale. Donc, environ 70% de produits sont importés, notamment de France, Italie, mais également Allemagne. Donc, selon l'agence bio, dans la partie centrale et est de l'Europe, la Pologne serait en fait largement en tête de la consommation bio. Mais il reste, même s'il reste en fait, même s'il reste encore relativement modeste, le marché bio, parce qu'il est encore petit par rapport aux pays comme la France et l'Allemagne qui ont depuis longtemps développé ce marché, il a quand même quadruplé en fait en ces 7 dernières années. Donc, il a évalué à 250 millions d'euros en 2017. C'est les derniers chiffres
que nous avons, donc la Pologne préfère souvent acheter des produits bio. Oui, donc on achète des produits bio dans les magasins, mais également, comme je vous ai dit, même si le produit ne porte pas une certification, on aime bien acheter chez l'agriculteur local des produits qu'il dit naturels. Donc aujourd'hui, sur le diapo, vous avez donc environ 20% de la population achète bio. Quand même, pour la majorité de la population, les produits restent toujours en fait chers. Et donc, en ce qui concerne les prix, donc les raisons des prix des produits bio, des prix élevés sont la production bio, donc une production extensive, donc elle est plus chère que l'agriculture en fait intensive. Et il n'y a pas beaucoup actuellement de fermes agricoles en Pologne. Donc, comme je vous ai dit, la majorité des produits sont importés. On a une question d'Oksana. Votre micro est ouvert, Oksana. Bonjour. Vous devez activer votre micro. Est-ce que vous m'entendez là? C'est mieux? Oui, c'est bon. Merci. Bonjour. Bonjour. Oksana, Société Mix Science. Une petite question. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les producteurs polonais investissent dans le bio? D'après ce que vous expliquez, effectivement, ça reste toujours un segment au démarrage et assez cher. Est-ce qu'il y a des aides d'État de l'Europe? Oui. Alors, en fait, en fait, la production agricole. Pardon, désolé, vous avez fini votre question? Oui, allez-y. Pardon. Donc, en fait, je pense que il y a deux raisons. D'une manière générale, la tendance, parce que les gens, même s'ils trouvent que les produits sont chers, dans le sens où le consommateur est de plus en plus avisé. On veut acheter des produits plus sains, oui, pour la santé, parce que c'est pour le bien-être, etc. Mais deuxième chose, effectivement, on a eu énormément, en fait, on a eu des incitations et des aides, des financements qui viennent de l'Union européenne. Donc, grâce à un programme de soutien, c'est un programme du développement rural. Donc, ce programme, il vise, entre autres, à soutenir en fait les agriculteurs qui décident volontairement de poursuivre ou de passer à la production agricole biologique. Donc, il est prévu que des fonds publics, d'accord, en fait, aussi pour les prochaines années, seront alloués à la mise en œuvre en fait de ce développement, en fait, de ce programme, de ce développement rural. D'accord. Et juste une petite, c'est même pas une question, c'est peut-être la moitié d'une question. J'imagine, vu qu'il s'agit des subventions de l'État et de l'Union européenne, très souvent, ce sont des usines à gaz administratives, ce qui fait que quel type d'entreprise se lance davantage dans la production bio? Est-ce que ce sont les grands intégrateurs, là où il y a les équipes pour aller chercher les sous, ou est-ce que c'est, je ne sais pas, le producteur moyen? Et dans quel secteur on voit le bio se développer davantage? Merci. Alors, peut-être ça exige aussi, pour être un peu plus objectif, de voir les chiffres. Donc, mais moi, d'après ce que je vois, c'est essentiellement, en fait, bien sûr, les marques polonaises, en fait, d'une manière générale, on a l'impression qu'elles s'adaptent à cette tendance-là. Donc, on a toutes les marques qui font, en fait, de l'agroalimentaire, de la confiture, de la viande, etc., qui commencent à proposer une gamme bio. Ça, c'est une tendance générale. Mais on voit également des petits producteurs, en fait, locaux, qui aussi, grâce aux fonds en fait, de l'Union européenne, essayent
de faire une petite production, mais une production bio et responsable. Donc, je pense que ça va un peu dans les deux sens. Après, pour vous dire le chiffre, quel est le taux, en fait, bien sûr, les industriels ont un peu plus de capacité et de fabrication, en fait, plus importante. Mais on voit la tendance chez les deux acteurs, les grands fabricants, mais également les petits. Merci beaucoup. Merci pour la question, Oksana. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que l'on passe au point suivant? Alors, pas de questions. Tu peux reprendre, Lila. Je crois qu'il reste encore des détails à mentionner sur cette diapo. Pour l'octroi du certificat, Oui, alors pour la certification, donc je vous ai dit que la certification AB est assez chère pour un fabricant, donc pour un petit fabricant. Même pour les grands groupes, souvent sur les produits, on voit une annotation que c'est un produit naturel, sans vraiment avoir de certification. Donc, c'est un peu encore le manque qu'il y a sur le marché. Donc, pour acheter vraiment des produits certifiés, c'est surtout sur le marché, on voit des produits français, allemands et autres produits importés avec une certification. En ce qui concerne les tendances en fait dans les productions en fait en Pologne, donc on voit d'un côté, donc ça les chiffres les ont montrés sur les précédentes diaporamas, qu'il y a un déclin général dans la production porcine en fait dans cette dernière décennie, donc une baisse de 26%. Donc, les raisons, c'est les nouveaux déclenchements en fait, du virus de la peste porcine africaine, donc depuis 2014. Mais en général aussi, il y a, bon, pour les personnes qui veulent consommer mieux, plus sain, etc., on commence à dire que aussi le porc, ce n'est pas vraiment une viande qui est saine, etc. Donc, mais bon, ça, c'est une petite partie de la population. Donc, la production qui devient de moins en moins rentable, donc on a une concurrence chinoise. La production avicole, donc elle est en croissance, même si on a ces nouveaux déclenchements en fait, de la grippe aviaire. Donc, la Pologne, quand même, reste un producteur important. Bon, l'évolution en fait des exportations est quand même positive pour les années à venir. On a une question, Lila, de Valentin. Alors, j'ai allumé votre micro, Valentin, normalement. Oui, bonjour, Valentin Bouvier, Bonjour. société à Serva, basée à Lamballe. J'avais une question notamment sur la partie où vous parliez du déclin de la production porcine en Pologne, et notamment la concurrence chinoise. Qu'est-ce que vous entendez par là? La production non plus rentable, la concurrence chinoise. Oui, alors à vrai dire, il faut que je regarde dans mes notes, d'accord? Parce que j'ai mis ça dans le... il me semble qu'il y a une partie qui est importée de Chine, de viande, mais il faut que je regarde, éventuellement, je regarde dans mes notes, d'accord? Oui, je veux bien, merci. Merci. On va devoir accélérer un peu, Lila, pour permettre à Martin d'avoir le temps nécessaire de faire sa présentation. D'accord. Je suis désolée de faire le gendarme, il va falloir accélérer un peu, il nous reste encore beaucoup de points à voir. Oui. J'avais juste une autre question aussi concernant la production porcine. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État supporte ou aide financièrement les éleveurs porcins en Pologne, que ce soit pour maintenir leur activité ou alors pour
améliorer le bien-être des animaux ou améliorer le bien-être des salariés, etc. S'il y avait des aides de l'État pour les élevages porcins actuellement? Spécialement pour les élevages, ça aussi, je pense que c'est un point qu'il faut que je vérifie. Bon, ça reste quand même une grande industrie en Pologne parce qu'on est quand même un grand fabricant de porc. Donc, il me semble qu'il y a des aides, mais effectivement, peut-être ça exige en fait un peu plus de recherche. Je peux regarder et vous envoyer un peu plus de détails. Ok, super. Merci. Si vous permettez. Merci beaucoup. C'est bien. Ok, donc en ce qui concerne la machinerie en Pologne, donc le machinisme agricole, on a énormément de machines. Ça, c'est aussi une partie en fait qui était énormément financée par les fonds structurels européens. Donc, les agriculteurs ont pu financer leur parc machine durant ces différentes périodes en fait de financement. Il y a eu même en fait des financements pour des machines d'occasion. Vous avez en Pologne aujourd'hui environ 80% de machines d'occasion sur le marché. Il y a différentes marques qui sont importées. Donc, vous allez trouver la marque Zetor, John Deere, New Holland, Case, Kubota. La Pologne elle-même, elle a un fabricant en fait de tracteurs qui s'appelle Ursus. Donc, c'est l'un des fabricants les plus connus en fait qui est sur le marché, qui a effectivement très mal, supporté cet afflux en fait des importations de tracteurs d'occasion de l'étranger. Donc la majorité en fait des agriculteurs aujourd'hui, quand ils pensent en fait à acheter une machine, c'est une machine de seconde main. Donc vous avez en Pologne un peu plus d'1 million de tracteurs en fait en 2020. 170 000 moissonneuses-batteuses et un peu plus de 500 000 de pulvérisants. Donc, en ce qui concerne les tendances, donc vous avez la hausse de la demande pour l'équipement agricole en 2020 liée à l'amélioration de l'efficacité des dépenses en fait, de fonds structurels européens. Donc, vous avez en 2020, on a eu plus de 9 000 de nouveaux tracteurs immatriculés. Et une croissance en fait de production locale des semeuses et des charrues. Et donc, en ce qui concerne le niveau moyen en fait, des importations des machines agricoles, donc entre 2018 et 2020, donc on est entre 1 milliard, un peu plus d'1 milliard, 1,47 milliard et 1,65 milliard d'euros. On va essayer d'aller au point essentiel. Lila, si tu veux bien, peut-être pas donner tous les chiffres qui sont dans les diapos puisque les gens auront la présentation en PDF. D'accord, très bien. Ok, donc bien sûr, la Pologne, comme tout pays, recherche les nouvelles technologies. On essaye aussi d'améliorer et d'utiliser en fait de nouvelles technologies et moderniser l'agriculture. Donc, en ce qui concerne les tendances, donc, on a le GPS, donc l'utilisation de la technologie GPS pour développer les machines agricoles, donc tout ce qui est lié à la robotisation.
les détecteurs de récolte, donc pour vérifier le niveau d'irrigation d'eau, et bien sûr l'utilisation finalement de la biotechnologie pour augmenter la résistance de certaines cultures aux intrants agricoles. Donc, les subventions et les incitations en fait existantes. Donc, comme je l'ai dit au départ, la Pologne a énormément bénéficié de fonds structurels européens directs pour la modernisation du secteur agricole. Donc, on a reçu depuis notre adhésion en 2004 à l'Union, donc un peu plus de 180 milliards de zloty de subventions directes. Et donc, un peu plus d'1 million d'agriculteurs peuvent bénéficier de ces subventions. Donc, une politique agricole commune est mise en place entre 2021 et 2027. Donc, un peu plus de 30 milliards d'euros pour la Pologne pour financer en fait le secteur agricole et dans le cadre de ce programme du développement rural. Ça, je vais juste mentionner, donc je l'ai déjà dit que la France est en 3e position en ce qui concerne les investisseurs étrangers, donc 2e ou 3e, ça dépend comment on compte. Donc la France, dans le secteur agricole, est également très présente parce que vous avez quelques usines en Pologne, vous avez Bonduelle qui produit, Andros, Danone et bien sûr la success story de Lactalis qui est un leader mondial en fait de l'industrie laitière et qui fait un gros chiffre d'affaires aujourd'hui en Pologne. Donc il est basé depuis 2002 en Pologne et il a 3 gros sites industriels. Et donc le chiffre d'affaires le dernier chiffre d'affaires de Lactalis, donc 2017, un peu plus de 800 millions de zloty. Là, vous avez quelques propositions en fait de salons qui vont se tenir en 2022. Donc actuellement, il y a dans le sens même ceux de janvier, normalement ils doivent se tenir en présentiel, mais après il faut toujours prendre en considération la situation épidémiologique, mais selon les informations que j'ai trouvées sur le site, effectivement, il prévoit de faire en présentiel. Donc, vous avez Polagra à Poznań, donc c'est un salon international des machines agricoles. Vous avez Agrotech à Katowice, également machines agricoles, ustensiles pour l'élevage, pesticides et engrais. AgroShow à Bednare en septembre, donc également machines agricoles et agriculture d'une manière générale. On a une question de Agnieszka. Votre micro est ouvert, allez-y, bonjour. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bon, justement, une petite question sur les salons. Parce que j'ai vu le salon Polagra Premiere et en fait, je me suis posé la question, lequel de ces salons il concerne vraiment la nutrition animale? Est-ce que par exemple Polagra, c'est plutôt un salon des machines agricoles, seulement le machinisme, ou il y a aussi une partie qui concerne la nutrition animale? Et ça serait quel salon qui concernerait en fait la nutrition animale? Alors, je pense que c'est l'une des... Je ne suis pas sûre que ça soit Polagra Premiere parce que je pense que c'est essentiellement sur... là, c'est les machines agricoles et je pense qu'il y a une autre édition qui est dédiée à la nutrition animale, mais effectivement, c'est à vérifier. Donc, vous pouvez m'envoyer éventuellement un mail et je vais voir. Je note la question et puis on reviendra vers vous. Oui, j'aimerais bien. Mais c'est vrai que le Polagra est plutôt dédié au machinisme et aux équipements. Machinisme, oui, parce que ce n'est pas une liste exhaustive. En Pologne, il y a beaucoup d'autres. En fait, j'ai mis à
à titre d'exemple, mais effectivement, je me suis plus ouais, il y a quelqu'un qui écrit que c'est Fermat à Ouch qui se tient pour la nutrition animale, mais effectivement, il faut que je vérifie. Ce n'est pas une liste exhaustive. Donc, si vous avez des questions par rapport au talent en fait, dédié à un secteur donné, vous pouvez également me contacter. Je vais voir au fur et à mesure. Ok, si vous avez une liste justement des salons qui vont se tenir sur 2022 sur la nutrition, bon, j'ai bien noté qu'il y a Fermat à Łódź en 2022. Oui, c'est ce que je... Ouais. On va faire un calendrier. Merci. Le 18 février, nous dit Gaëlle, pour le salon Fermat. Oui. Démarre le 18 février. Écoutez, on va avancer, on va passer. Merci beaucoup, Lila, pour cette première partie donc, sur la Pologne. J'espère que Martin va avoir assez de temps pour défiler les 7 points dont il doit nous parler. Désolé, Martin, on a un peu débordé sur ton temps de parole. Je te laisse le micro. Bonjour à tous. Merci Karen, merci Lila. Je vais essayer de parcourir la présentation. Je pense qu'on a 25 minutes, donc ça devrait suffire. Pour commencer, quelques informations de base sur la République tchèque, donc voisin de la Pologne. Par contre, un pays qui est plus petit, qui est, disons, un pays de taille moyenne dans le contexte européen, donc comparable au Portugal, à la Belgique, un peu plus grand en termes de nombre d'habitants que l'Autriche ou que la Suisse. Donc 10 millions d'habitants. Parmi les pays de l'Europe centrale, c'est la République tchèque dont le PIB par habitant est le plus proche à la moyenne européenne ou aux pays de l'Europe occidentale. Pour vous donner un petit background macroéconomique, donc taux de croissance négatif, bien entendu, l'année dernière. Les estimations pour cette année, c'est aux alentours de plus 2%. Et pour 2022, une estimation de 3,5 ou 4% de croissance. Taux d'inflation, 3 l'année dernière, ce sera entre 4 et 5 pour l'ensemble de 2021. Et on attend, comme en Pologne, entre 5 et 6 très probablement l'année prochaine. La République tchèque est un pays qui est extrêmement ouvert et ainsi très dépendant des échanges commerciaux internationaux. 90% de nos exportations et de nos importations sont en fait avec le marché intérieur de l'Union européenne. La balance commerciale largement excédentaire en ce qui concerne nos relations avec la France. Donc, la France est notre 4e pays client et notre 6e pays fournisseur et aussi l'un des principaux investisseurs dans le pays. Voilà, on peut avancer. Maintenant, le secteur agricole, je ne vais pas vous faire peur avec un petit retour, en fait, un petit aperçu historique, mais c'est très important parce que on vient de voir la Pologne. La Tchéquie est un pays dont l'histoire est plus ou moins similaire, au moins dans le XXe siècle. Pourtant, le secteur agricole est complètement différent et c'est beaucoup à cause de l'évolution historique. Donc, ce qu'il faut comprendre, qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'était le Parti communiste qui est arrivé au pouvoir ici, en 1948. Donc, le Parti communiste directement géré par le Parti communiste soviétique. Et ça a eu beaucoup d'impact sur le fonctionnement de l'économie tchèque, bien entendu. Donc, 100% de l'économie tchécoslovaque à l'époque a été nationalisée. Ça a commencé déjà en 1949. Ça a continué pendant les années 50. Et
à la fin, il n'y avait plus de propriété privée. Si je ne me trompe pas, en Pologne, on a gardé quand même une grande partie justement du secteur agricole qui était privé. En Tchécoslovaquie, l'agriculture a été nationalisée, étatisée à 100%. Le modèle, à nouveau, c'était le modèle soviétique, donc la création d'énormes coopératives agricoles, d'énormes champs, tout simplement une très importante concentration des acteurs agricoles. Donc, toutes les petites fermes qui existaient à l'époque ont été intégrées dans les grandes coopératives, ce qui marque les caractéristiques du secteur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation est bien entendu différente. On essaie de petit à petit quitter ce modèle d'agriculture vraiment industrielle. Les années 50, 60, 70, 80 ont été marquées vraiment par une activité très intensive, une grande mécanisation, utilisation de beaucoup de produits chimiques, etc. Donc, je peux dire que à l'issue de la période communiste, début des années 90, l'agriculture tchèque s'est retrouvée dans un état catastrophique en termes d'utilisation de sol, traitement d'animaux. Donc, vraiment, tous les mauvais caractères, toutes les mauvaises caractéristiques que vous pouvez voir, vous avez pu les trouver ici en République tchèque. Depuis, bien sûr, la situation a évolué. Depuis quelques années, même le discours politique a changé, tout ce qui est la protection de l'environnement, l'agriculture qui soit plus responsable, plus respectueux, devient un sujet assez important, ce qui se traduit aussi que le parti politique qui a gagné les élections cette année a déclaré dans son programme, en fait, des démarches assez concrètes, des objectifs assez concrets. Donc, régime bio sur quelques 25% des terres agricoles d'ici 2030, la biodiversité, etc. etc. Donc, on espère que la tendance est là et que ça va quand même évoluer. On peut passer au suivant. Juste quelques chiffres. La République tchèque est un pays surtout industriel. 37% de notre PIB est réalisé dans l'industrie. On est l'un des pays les plus industrialisés en Europe, troisième fabricant de véhicules européens. Donc, l'agriculture, à nouveau comparé à la Pologne, représente une petite partie du PIB, quelques 2,5%, et 2% des salariés. En parlant des salariés, des gens qui sont employés dans le secteur agricole, on connaît une énorme pénurie de la main-d'œuvre dans l'agriculture. Le taux de chômage dans le pays est aux alentours de 2,5% actuellement. Depuis quelques années, oscille entre 2 et 3%. Donc, à nouveau, le chômage presque inexistant. Donc, il y a beaucoup de travailleurs étrangers, notamment ukrainiens, bulgares, aussi roumains, slovaques, maintenant biélorusses, etc., pour en fait pallier sur cette pénurie de la main-d'œuvre. Le chiffre d'affaires du secteur, quelques 5,5 milliards d'euros. On peut avancer. Voilà, quelques caractéristiques principales du secteur. J'ai mentionné au début que c'est l'évolution historique qui a beaucoup d'influence sur en fait, les caractéristiques d'aujourd'hui du secteur. Premièrement,
la taille d'une exploitation d'une ferme moyenne tchèque est de 120 hectares, ce qui est presque 10 fois plus, disons 8 fois plus que la moyenne en Union européenne. À nouveau, on voit la source dans la collectivisation des années 50, donc en fait abolition des fermes privées et intégration dans les énormes coopératives agricoles. Ça se traduit aussi sur le côté financement, donc alors que bien entendu, les paiements directs européens sont liés à la superficie, donc paiement par hectare. Donc, des subventions moyennes sont de 33 000 euros par une exploitation, ce qui donne en fait, aux agriculteurs, aux exploitants, quand même un pouvoir d'achat très important en termes d'investissement dans le machinisme, dans de nouvelles technologies, etc. À nouveau, un autre indicateur qui décrit bien la concentration de secteur, les grandes exploitations de 50 hectares et plus représentent ou occupent, entre guillemets, 92% des terres agricoles. Donc, c'est un marché qui est extrêmement concentré, avec plusieurs acteurs qui en fait détiennent une énorme partie de terres agricoles et qui touchent une bonne partie des subventions. On peut passer le slide suivant, merci. Si on regarde rapidement la structure, en termes d'élevage d'animaux, la République tchèque est producteur de la viande bovine, on est exportateur net du bœuf. En termes de porc, qui est la viande la plus consommée en République tchèque, on est dépendant des importations. Et la plupart du porc qui est importé en Tchéquie, c'est de la Pologne et de l'Allemagne. Et en termes de volaille, dont la consommation augmente ces dernières années, à nouveau, la République tchèque n'est pas autosuffisante et est obligée d'importer plus ou moins un quart entière de la consommation locale. En ce qui concerne la culture des plantes, numéro 1, céréales, principalement du blé, de l'orge, de l'avoine. Deuxième, en termes de la superficie, c'est les plantes oléagineuses, surtout du colza et tournesol, notamment pour l'utilisation ou le traitement pour le biocarburant. Et en termes de la superficie, troisième culture, c'est de la betterave. Il y a une très forte tradition de sucrerie en République tchèque. Justement, le premier acteur de la sucrerie, c'est Tereos TTD, donc un groupe français. Donc betterave qui est à la troisième position parmi les cultures qui sont répandues en Tchéquie. Voilà, je pense que vous aurez le support PowerPoint à votre disposition. Donc, je ne vais pas parcourir tous les chiffres. Juste un petit récap sur tout ce qui est la consommation de viande, qui, bien entendu, détermine aussi la structure de la production. Donc, du porc représente plus ou moins une moitié de la viande, de toute la viande consommée en République tchèque. Deuxième position, volaille, troisième du bœuf. Tout ce qui reste, donc caprin, cheval, mouton, veau, etc., c'est très marginal. En termes de poissons, à la fois consommation et à la fois production, ça augmente très rapidement et on sera notamment sur la production de la truite et de la carpe. Donc on est l'un des rares pays où la
culture de carpe est très répandue. On mange de la carpe pour le Noël, donc c'est assez original. D'ici aussi, en fait, une production assez élevée. Voilà. À nouveau, la production, c'est plus ou moins le chiffre que j'ai déjà mentionné. Donc, quelques chiffres sur la production, donc du porc numéro 1 en termes de tonnes, volaille numéro 2, bœuf numéro 3, et vous voyez que le reste, c'est vraiment très, très, très marginal. En ce qui concerne d'autres produits alimentaires en termes de consommation, qui déterminent à nouveau la production locale. Bien sûr, ce sont des œufs, du beurre, du fromage. On voit une très forte croissance de la consommation de produits laitiers depuis 10 ans, une croissance continue. Cette tendance s'est très accentuée pendant la période pandémique. Donc, en 2022, le chiffre ne figure pas sur le graphique, mais il y avait une croissance de quelques 15 ou 16% en termes de consommation de produits laitiers. Très probablement, voilà, pendant la pandémie, une tendance générale, et je vais en parler tout à l'heure aussi dans la partie filière bio, les gens ont eu tendance de un peu plus regarder ce qu'ils mangent, ce qu'ils consomment, et ils prennent bien entendu le produit laitier en tant qu'aliment plutôt qualitatif, bon pour la santé, donc une augmentation assez importante. Voilà, on peut passer au slide suivant. Bio. Ne regardez pas trop les chiffres, la dépense moyenne, la consommation annuelle moyenne par habitant, parce que 15, 20, 19 euros par an par habitant dépensés pour les produits bio, ce n'est pas beaucoup. Bien entendu, c'est une moyenne, donc avec des enfants, etc. Donc la moyenne réelle sera un peu plus élevée. Ce qui est important pour moi, c'est la tendance. Les produits bio existent sur le marché depuis une dizaine d'années, mais c'est depuis peut-être 3-4 ans où ils commencent à être très ou bien plus populaires. Ce qui freine, bien entendu, la consommation, c'est le prix, comme l'a mentionné Lila, la production de produits en qualité bio est beaucoup plus cher. Donc, il y a très peu de gens qui peuvent se permettre de consommer régulièrement les produits bio. Il s'agit notamment des gens dans les grandes villes avec des salaires plus élevés, plutôt des jeunes, etc. Mais on voit bien sur les chiffres, sur la croissance, que c'est une tendance qui va s'accentuer. 19% de croissance entre 2019 et 2020, comparé à la croissance moyenne en Union européenne de 8%, donc croissance, disons, qui est deux fois plus rapide. En ce qui concerne les produits qui sont le plus consommés, les produits bio, on restera, bien, 43% de ces produits, ce sont le café, le thé, plus les plats préparés. Quand on parle de plats préparés, c'est la nourriture pour les bébés, notamment. Deuxième position, les fruits et légumes. Troisième position, les produits laitiers. Et ce qui est très important, presque la moitié des produits bio qui sont consommés en République tchèque sont importés. Donc, à nouveau,
potentiel assez intéressant. On peut avancer. Voilà, donc c'était un petit survol des principales caractéristiques du secteur. On a essayé avec mes collègues, quand on préparait cette présentation, de voir quelques pistes, quelques filières, quelques opportunités qui s'ouvrent pour les entreprises étrangères, notamment pour les entreprises françaises. Et on en a identifié quelques-unes. Je vais commencer par l'élevage en cage. À nouveau, retour dans l'histoire. L'agriculture tchèque, y compris l'élevage, a été marquée par en fait l'approche intensive, donc je dirais même élevage industriel. Ça commence à changer parce que les consommateurs sont beaucoup plus sensibles. Il y a quand même une pression de la part des consommateurs. On s'inspire à l'étranger, bien entendu aussi. Donc, on a passé une loi que les couvoirs qui sont construits après le 1er février 2021 ne sont plus autorisés à garder l'ail en cage. Et d'ici 2030, tous les agriculteurs seront obligés à passer sous le régime d'élevage, disons, plus respectueux vis-à-vis d'animaux. C'est aussi quelque chose qui est débattu au Parlement européen, donc au niveau de l'Union européenne. Donc, en France, d'après les informations que nous avons, bien entendu, c'est quelque chose qui était déjà commencé à être mis en place depuis un certain temps. Donc, ça peut être une opportunité intéressante pour les entreprises françaises qui sont dans le domaine, parce que d'ici quelques années, tous les agriculteurs tchèques dans le domaine seront obligés de respecter cette nouvelle législation. Voilà. Pareil pour l'élevage d'autres animaux, bien entendu. On commence à voir de plus en plus en fait expansion de l'élevage en plein air. C'est depuis maintenant 2-3 ans qu'on parle de welfare, donc d'élevage éthique, à nouveau plus respectueux d'animaux, non seulement en termes de milieu où ils sont élevés, mais aussi bien entendu de tout ce qui est le traitement. Donc on parle de plus en plus des traitements phytosanitaires, moins d'utilisation de produits chimiques, ou bien des médicaments chimiques, d'antibiotiques, etc. Donc c'est une tendance qui vient de démarrer et qui, on croit, va s'accentuer au fur et à mesure. On a deux questions, Martin. Oui, je vais prendre d'abord la question d'Agnieszka. Votre micro est ouvert, allez-y. Excuse-moi, mais je pense que c'est une erreur. En fait, ma souris est restée coincée. je vois ma main, je n'ai pas compris en fait ce qui s'est passé. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci, je désactive. Je désactive, il n'y a pas de problème. Alors, Xavier, pour le coup, j'ai activé votre micro, allez-y. Oui, bonjour Martin. Moi, j'avais juste une question à propos de la proportion en pourcentage des élevages en cage en République tchèque. Est-ce que c'est la majorité des élevages ou est-ce que c'est enfin voilà, est-ce que c'est 100%, 50%? Est-ce que vous pouvez me donner une idée? C'est une bonne question. Je ne saurais pas vous répondre. J'ai pas l'info précise. Ce n'est pas la totalité. Dans les magasins, ce qui est déjà un premier signe qu'il y a quelque chose qui change. Vous pouvez acheter bien sûr des œufs qui viennent de cage, qui sont les moins chers, puis des œufs qui sont des poules pondeuses qui sont élevées d'une autre manière.
mais je ne connais pas le pourcentage. Je peux me renseigner, je reviens vers vous avec Ah la oui, réponse. volontiers, oui, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Merci Je vous en Xavier prie. pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que l'on passe au point suivant? Alors, visiblement non. Je te propose de poursuivre, Martin, si Oui, tu veux. merci. Donc, quelques autres tendances. J'ai dit que la République tchèque est un pays industriel. J'ai lu récemment des statistiques sur la digitalisation. Donc, en termes de digitalisation de l'industrie, la République tchèque est le troisième pays au monde. Et on est très content que cette tendance commence à être découverte dans l'agriculture aussi. Donc, il y a deux choses. Premièrement, il y a beaucoup de financement, comme on l'a vu au début. Comme les fermes sont très grandes, il y a quand même une concentration en pouvoir d'achat, si vous voulez, des agriculteurs qui est assez élevée. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent se permettre de financer ce type de projet. Et deuxièmement, il y a les fonds européens et les fonds nationaux aussi qui permettent de cofinancer l'investissement dans la modernisation et digitalisation. Quand on parle de la digitalisation, donc bien entendu, c'est au niveau de récolte, de traitement de produits, c'est dans la production notamment de culture de plantes, des récoltes de plantes. Mais si tu peux avancer, Karen, s'il te plaît. On commence à parler, il y avait plusieurs. Martin, excuse-moi, Oui, j'avais oui. une question. Allez-y, Excuse-moi de t'interrompre. Par rapport à tes dernières paroles là, sur la digitalisation, la modernisation, donc il y a des subventions sur des projets bien concrets, j'imagine. Est-ce qu'il y a des appels d'offres qui sont consultables ou comment peut-on détecter, on va dire, les demandes, les besoins d'entreprises ou de fermes? En fait, bien entendu, si on profite du financement public, les projets doivent ou bien sont gérés en vertu de la législation sur les appels d'offres publics qui sont ouverts au niveau européen. Donc, il y a des portails d'appels d'offres où on est en fait obligé de publier les appels d'offres qui peuvent être consultés par n'importe quel fournisseur de l'Union européenne, toujours avec, bien entendu, une barrière de langue, parce que la langue officielle, bien entendu, est tchèque. Donc, c'est, je peux dire, assez compliqué de faire le suivi ou la veille pour les appels d'offres qui sont publiés en République tchèque. Donc, idéalement, trouver un partenaire ou se reposer sur un partenaire qui pourra le faire à votre place. Donc ça, c'est un service à la limite que vous pourriez proposer. Tout à fait. On propose la veille et on propose bien entendu aussi l'approche directe afin d'identifier les appels d'offres en amont. Ce qui est pour moi l'approche encore plus avantageuse. Parfait. Merci beaucoup, Martin. Je vous en prie. Donc voilà, juste quelques exemples. Il y avait quelques projets, disons, pilotes pour les machines autonomes. Là, je ne vais pas trop me répéter, mais pénurie de la main-d'œuvre, plus la structure de l'agriculture, des champs qui sont très grands, très unifiés, très monoculturels, malheureusement, ce qui sont quand même des conditions pour adopter ce type de solution. Pour l'instant, c'est le début. Il y a bien entendu des freins législatifs, technologiques, un peu moins, bien sûr.
Mais c'est quelque chose dont on va beaucoup parler, beaucoup entendre parler d'ici quelques années, selon la source que nous avons. Voilà. Martin, j'avais encore une question. Excuse-moi. Allez-y. Je voulais savoir si les engins agricoles, les tracteurs, remorques, étaient à chaque fois propriété des fermes, des élevages, ou alors si, comme en France, il y avait des groupements qui louaient ces machines à des éleveurs qui n'en avaient pas besoin toute l'année et qui n'investissaient pas forcément dans l'achat de ces machines. Il y a les deux. Je dirais que les équipements de base, qui sont les tracteurs, par exemple, sont dans 100% de cas en propriété des exploitants, des fermiers. S'il s'agit de machines spéciales qui sont utilisées soit pour la récolte, soit pour semer une fois ou quelques jours par an, c'est loué. C'est loué. Mais il ne s'agit pas vraiment d'approche coopérative. Ça veut dire qu'une coopérative d'agriculteurs achète une machine et ils le partagent. C'est plus qu'il y a des fournisseurs, disons, spécialisés, donc les entreprises qui louent les machines aux agriculteurs. C'est par exemple le cas de la betterave, parce que les machines pour la récolte de betterave qui sont utilisées pendant 1 ou 2 semaines chaque automne, et puis 50 semaines restent garées. Bien entendu, il y a des fournisseurs spécialisés qui sont propriétaires de machines qui les louent ensuite aux agriculteurs. D'accord. Oui. On poursuit si vous voulez bien. On est pris par le temps. Je suis désolée de vous presser. On doit continuer. Je vais le faire rapidement. Un point qui est très intéressant, c'est l'irrigation. Comme je dis, dans les années 90, on le voit aujourd'hui, l'état de terres agricoles en République tchèque est catastrophique à cause de l'unification de la culture monoculturelle. Donc, énormément d'érosion, les sols qui perdent en fait la capacité de retenir de l'eau. Donc, l'irrigation et en fait approvisionnement de l'eau reste un point très important. On croit beaucoup au système automatisé, intelligent. À nouveau, il y a des grands agriculteurs qui essayent d'investir dedans pour économiser la consommation, pour en fait mesurer avec les capteurs la bonne utilisation d'eau d'irrigation. Donc, à nouveau, pour les entreprises qui sont dans le secteur, ça peut être un point, un potentiel assez intéressant. Voilà. Si on peut passer, là c'était juste par curiosité, il y avait 2 ou 3 projets pilotes par en fait la fertilisation par drone, mais je pense que c'est vraiment plutôt juste à titre d'information. Donc on peut passer au suivant. Là, juste peut-être un petit récap. Donc, il y a 2 grandes tendances. Donc, premièrement, c'est les investissements dans les technologies. Deuxièmement, on va le voir aussi sur la slide suivante, dans le financement, c'est la modernisation et amélioration du bien-être des animaux. Parce que si on regarde la stat suivante, à côté du financement par le paiement direct des fonds européens, on voit
les subventions nationales. Et si on regarde les priorités, un peu plus de détails, la plus grande partie est dédiée dans un fonds qu'on appelle traitement de maladies d'animaux, maladies de plantes, etc. Mais deuxième axe prioritaire pour l'année 2022, c'est l'amélioration des conditions de vie des animaux. Bien entendu, c'est en lien aussi avec la législation qui est entrée en vigueur sur la cage. Troisième priorité qui va en pair avec la quatrième, c'est la transformation de produits agricoles et aussi augmentation de la qualité des produits alimentaires issus directement de l'agriculture. Donc, premièrement, support des produits en qualité bio et deuxièmement, investissement dans les nouvelles technologies qui vont permettre en fait le traitement ou bien premièrement la récolte et deuxièmement la transformation de produits agricoles. Voilà. Juste quelques noms des entreprises françaises qui sont présents. C'est quelques exemples dans le domaine de semences, de la nutrition animale, de machinisme, bien entendu, et aussi dans l'agroalimentaire, forte présence dans l'industrie, dans la filière laitière, aussi dans la sucrerie, comme je le mentionnais tout à l'heure. Et on peut passer au suivant, et ce sera la dernière information. Salon Tech-Agro, une opportunité plutôt intéressante pour découvrir plus en détail le marché agricole local. C'est un salon, l'un des 3 plus grands salons agricoles en Europe. C'est le salon de la technologie agricole. Donc, ce n'est pas un salon d'élevage, c'est un salon notamment de machinisme, de technologie agricole, avec une partie dédiée aussi à l'exploitation forestière et à la biomasse. Et c'est une opération qui est inscrite au programme officiel Team France Export et ainsi, bien sûr, éligible de subventions d'aide, par exemple, chèque relance export. Là, les principales catégories, donc vous voyez. Ça, on va pouvoir laisser les gens regarder cette diapo, je pense. On va pas le lire. Voilà. Donc, merci de votre attention. Merci Martin, merci Lila. On a dépassé un peu le timing. Désolée. Alors, il y a Valérie qui pose juste une question. Je vais la prendre avant de clôturer ce webinaire. Quel salon pour l'élevage tu peux recommander, Martin? Il y a un salon qui s'appelle Zemnie Živitelka. Je vous copie le lien dans le chat. Et c'est un salon qui est plus dédié élevage. Voilà. Donc, je l'ai envoyé dans le chat. Voilà, je le note parce que ce ne sera pas enregistré. Par contre, je suis en train de voir que le site est que... il est que en tchèque. En tchèque, mais je pense avec Google Translate, bon, pour les infos de base, ça va suffire. Et bien entendu, n'hésite pas à revenir vers moi si besoin. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Donc, si vous avez des questions complémentaires qui vous viendraient par la suite de ce webinaire, vous pouvez contacter Isabelle. Ses coordonnées sont sur la présentation. Isabelle fera le pont avec Martin et Lila ou l'un des deux en fonction du pays, du marché qui vous intéresse. Isabelle relaiera vos questions. Et puis, c'est très facile d'organiser des rendez-vous en visio après le webinaire. On sait être très réactif, donc n'hésitez pas à le demander. Je sais que beaucoup d'entre vous déjà avaient demandé des rendez-vous B2B lors de leur inscription. Vous pouvez aussi solliciter dans le petit questionnaire de satisfaction sur lequel vous allez tomber, vous pouvez aussi solliciter un rendez-vous. Donc, n'hésitez pas, ce sont des rendez-vous gratuits, des échanges gratuits que l'on vous propose pour répondre à vos premières questions. Je vous ai remis donc les coordonnées de toute l'équipe de BCI dans les dernières diapos. Vous avez aussi les coordonnées de Lila et de Martin.
Donc, merci encore une fois à toutes et à tous pour votre participation. On reste à votre entière disposition. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je compléterai la présentation de ce matin par les différentes diapos avec lesquelles on va compléter cette présentation, les cartographies de différents élevages notamment. Un petit point sur, donc je rajouterai le site internet du Salon de l'élevage. Valérie nous posait la question, je rajouterai toutes ces infos-là dont nous vous avons parlé pendant ce webinaire. Je vais améliorer et amender les diapos qui étaient présentés ce matin. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée, prenez bien soin de vous et puis encore une fois, on est à votre entière disposition pour la suite de vos projets en Pologne, en Tchéquie, mais aussi sur les autres marchés qui pourraient vous intéresser. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.